Dans la bouffée délirante qui a suivi le 7 octobre, au premier rang des responsables des malheurs du monde, le sionisme est apparu en première ligne. Je fais référence ici à une déclaration le 25 novembre de la militante écologiste norvégienne Greta Thunberg, une spécialiste des fléaux planétaires. Elle déclarait qu'il fallait éradiquer le sionisme de la Terre. Éradiquer, c'est le mot qui est employé. Alors, une telle menace pour l'humanité, le sionisme, au moment où l'esprit des Lumières est partout attaqué, on vient de parler de l'islamisme avec Manuel Valls et Paul Amar, comme symbole d'oppression de l'Occident sur le reste du monde, mérite qu'on interroge précisément ce qu'est l'esprit des Lumières et quel est le lien de parenté entre le sionisme et l'esprit des Lumières, et les Lumières tout simplement, non pas du tout, dont l'Occident a gratifié le monde il y a 2 siècles. Et pour le comprendre, je voudrais partir d'un texte d'Edgar Morin. Non, c'est l'Edgar Morin ancien. En 1959, Edgar Morin, de son nom de résistance, vous savez, de son nom à l'état civil, c'est Edgar Naoum, publie un très beau livre qui s'intitule Autocritique. Et dans ce livre, il décrit son itinéraire de militant du Parti communiste français et sa rupture avec le PCF au début des années 50. Mais il interroge aussi dans ce livre, et c'est ça qui m'intéresse ici ce soir, son identité juive dans ces termes. Je le cite, et vous allez comprendre le lien. « Déjà avant-guerre, écrit-il, j'avais peur de réagir en juif aux événements politiques. Au cours de l'été 40, je me disais, mieux vaut le salut de 40 millions de Français que celui de 500 000 juifs. Les premières mesures raciales me renforcèrent dans cette sorte d'acceptation attristée. J'étais même prêt à accepter l'immolation des Juifs si le salut des autres Français était à ce prix, si la fatalité de l'histoire l'exigeait. » Fin de citation. L'un des pères du sionisme russe, Ahad, avait, à la fin du XIXe siècle, une vision très sévère du judaïsme d'Occident et de l'assimilation dont Edgar Morin est un exemple. Il disait que c'était, sa formule en français, c'était l'esclavage dans la liberté. C'est-à-dire une nouvelle aliénation, et il visait en particulier le judaïsme français de l'époque de l'affaire Dreyfus, précisément. Alors qu'est-ce que c'est que cette aliénation, cet esclavage dans la liberté? Et si on s'en réfère à Edgar Morin, c'est une situation qui empêche les Juifs d'exister en tant que tels sur le plan politique, parce que sur le plan politique, le Juif émancipé demeure un muet. Lorsqu'il prend la parole en public, il doit toujours préciser que ce n'est pas en tant que Juif qu'il parle, mais en tant que Français, en tant qu'Allemand et même en tant qu'être humain. C'est le seul homme de la création à devoir toujours parler au nom du genre humain en mettant son identité de côté. C'est ça le propos de Ahad. C'est l'aliéné qui parle par sa bouche, c'est-à-dire celui qui doit s'absenter de lui-même pour exister politiquement. Eh bien, Edgar Morin, c'était un juif émancipé, c'est un juif émancipé, et ce qu'il décrit ici, c'est précisément le contraire de l'émancipation, c'est l'aliénation, c'est la fameuse formule d'Ahad, l'esclavage dans la liberté. Alors, ce qu'on a oublié quand on parle du sionisme, qui est le nouveau fléau planétaire, c'est que le sionisme est une réponse à l'aliénation, précisément. Mais quelle aliénation? On va commencer par l'aliénation des Juifs d'Orient, une aliénation que l'école, et entre autres l'école de l'Alliance israélite universelle, extraordinaire institution, qui n'est pas assez mise en valeur, dont l'histoire n'est pas assez mise en valeur, c'est l'une des grandes aventures intellectuelles avec le sionisme du XIXe et du XXe siècle. Eh bien, l'école est arrivée pour tous ces Juifs de la Méditerranée, depuis le Maroc et même jusqu'aux confins du Moyen-Orient, jusqu'en Perse, puisque l'école de l'Alliance allait jusqu'à Téhéran. L'école de l'Alliance est parvenue à délivrer progressivement ces Juifs d'Orient de l'aliénation. Je vais donner 2-3 exemples. En 1902, Moïse Lévy, directeur de l'école de l'Alliance de Marrakech au Maroc, écrit qu'il faut, je cite, « régénérer nos coreligionnaires partout où ils mènent une existence de paria ». Fin de citation. En 1910, le directeur de l'école de l'Alliance de Fès, au Maroc, écrit « Pour établir peu à peu des relations normales, exemptes de mépris et de haine entre les Israélites et leurs concitoyens musulmans, nous devons nous reposer sur l'œuvre éducatrice de l'école qui formera, c'est ça les mots importants, des générations plus conscientes de leur dignité, d'une correction morale plus grande, déshabituées lentement de cet instinct de servilité et de ploiement d'échine devant les musulmans, résultat héréditaire de siècles d'oppression. » Fin de citation. Et quand on veut comprendre ce qu'est cette condition juive aliénée, opprimée,
que l'Alliance va aider précisément à dépasser et que le sionisme, bien davantage encore, va aider à libérer, rien de mieux encore que de prendre une source arabe. Je pense ici au journaliste marocain Saïd Galab, qui, en 1965, publie dans la revue de Sarthe Les Temps modernes un article au titre énigmatique « Les Juifs vont en enfer ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec un très grand courage politique, un très grand courage humain, il dit ceci: « Dès qu'un juif s'aventurait chez nous autres musulmans, il était méprisé parce que le juif, c'est la décadence des décadences, c'est l'être le plus vil qui soit. Et pour nous autres, les enfants, c'était comme ça parce que ça devait être juste. La preuve, les juifs encaissent les coups sans broncher. Et s'ils ne protestent pas, c'est parce qu'ils se sentent coupables. Une preuve que le juif est un sous-homme, c'est que nous, misérables, nous les employons à des tâches que nous répugnons de faire nous-mêmes. La pire insulte qu'un Marocain puisse faire à un autre, c'est de le traiter de juif. Il paraît même que Dieu s'en offense. C'est avec ce lait haineux que nous avons grandi. » Fin de citation. Cette aliénation, on voit un qui sourit dès qu'on parle de lait, au troisième rang. Cette aliénation, c'est elle qui a nourri précisément le terreau qui a fait le sionisme. Le sionisme a été une révolution mentale à partir d'une condition juive qui de bout en bout était une condition colonisée, dominée par les autres. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie une vie de discrimination, une vie ponctuée d'humiliation sur fond de sentiments d'insécurité, voire de peur. Encore un dernier exemple, toujours sur les Juifs d'Orient. C'est Joseph Halévy, grand hébraïsant, qui est envoyé par l'Alliance en 1876 à Marrakech pour étudier la possibilité d'ouvrir une école. Je ne vais pas vous citer le témoignage de Joseph Halévy, il est très long, mais simplement cette phrase. Il est impossible, quand il revient à Paris, il écrit ceci dans son rapport, « Il est impossible d'entendre le récit des souffrances de cette population sans être ému jusqu'aux larmes. Le plus petit enfant arabe lance des injures, jette des pierres, tire par les vêtements ou par la barbe l'Israélite le plus vénérable par son âge et ses vertus. Aucun de ces malheureux ne peut jouir d'un instant de sécurité. » Fin de citation. Bien, le sionisme, ça a été ça précisément, la sortie d'une prison sociale et d'une prison mentale. Ça a été une rupture anthropologique. Au même titre, précisément, je l'ai dit tout à l'heure, que l'effort mené par l'Alliance israélite universelle. Quand, en octobre 1913, de Bagdad, le directeur de l'école écrit, et là il fait référence à tout le travail fait depuis 50 ans à Bagdad, car l'école de l'Alliance de Bagdad est l'une des premières à avoir été ouverte après celle du Maroc. Il écrit ceci: « Autant l'Israélite d'autrefois était humble, servile, habitué à courber l'échine devant le musulman, autant les jeunes gens actuels sont conscients et jaloux de leur dignité d'homme et de citoyens. » Il en va exactement de même dans le monde ashkénaze. Je fais référence ici à un texte, un témoignage, parmi des milliers d'autres. C'est celui d'Amos Oz qui parle d'une de ses tantes, qui est scolarisée dans les années 20 en Pologne ukrainienne à Rovno. Et voici ce qu'elle disait, la tante. Alors c'est tiré d'une histoire d'amour et de ténèbres. Elle disait, « Des dirigeants venaient nous voir d'Eretz Israël presque chaque mois. Nous organisions à leur honneur de grands défilés avec des décorations, des lampions, des transports d'enthousiasme. Et on avait un peu l'impression, nous aussi, d'être un peuple et non plus un tas d'ordures. Tu as peut-être du mal à comprendre, toi, mais à l'époque, les Polonais étaient des patriotes fanatiques comme les Ukrainiens, les Allemands, les Tchèques, sauf nous, qui n'avions pas de place dans ce carnaval. Nous n'appartenions à rien et personne ne voulait de nous. Il n'y avait donc rien d'extraordinaire à ce que nous désirions devenir un peuple comme tout le monde. Nous n'avions pas le choix. » Fin de citation. Alors à partir de là, on pourrait bien sûr, on serait tenté de considérer que le sionisme a été un refuge contre l'antisémitisme. En fait, ça n'est pas si simple. C'est d'abord une aspiration nationale qui s'inscrit dans la foulée des grands mouvements de 1848 et 1919. C'est la très belle formule du père de l'un des chantres du sionisme allemand d'avant Hitler, Kurt Blumenfeld, qui disait « Le sionisme, c'est le cadeau de l'Europe fait aux Juifs ». Très belle formule. Alors quel cadeau? Précisément les Lumières, ce que les Allemands appellent l'Aufklärung, ce que les Juifs ont appelé la Haskalah. Bon. Alors comment définir les Lumières et comment à partir de là précisément définir en quoi le sionisme est un enfant des Lumières? Les Lumières, c'est un projet d'émancipation individuelle et collective grâce à la diffusion de l'esprit critique. C'est un projet universaliste qui s'adresse à tous. Ce n'est pas un credo de pensée, ce n'est pas une école de pensée, c'est une aspiration individuelle à l'esprit critique, au progrès, qui passe par l'autonomie du sujet,
mais qui se heurte à d'énormes obstacles qui sont l'indifférence, les préjugés, la présence du mal et, dernier obstacle, la peur de la liberté. C'est Kant qui disait « il est si commode d'être sous tutelle ». Mais c'est autre chose encore, les Lumières, c'est une confiance dans la raison humaine et dans l'intelligence. C'est Condorcet qui l'expliquait très bien à la fin du XVIIIe. Quel rapport avec le sionisme? Le sionisme répond très exactement à ce programme des Lumières. Le sionisme, parce qu'il entend satisfaire une aspiration profonde à la libération, c'est un enfant des Lumières. Le sionisme, c'est quoi? C'est la volonté de sortir les Juifs de l'état de minorité. Mais l'expression état de minorité, c'est l'expression de Kant en 1784 quand il définit les Lumières. Il s'agit en fait de faire l'effort de penser sa condition, de se penser, c'est-à-dire de rompre avec l'habitude, ce que résume la formule du poète latin Horace, sapere aude, c'est-à-dire « aie le courage de penser ». De là que le mouvement sioniste élabore, à la fin du XIXe siècle, le rêve d'un nouvel homme juif régénéré, d'un homme fort, d'un homme courageux, à partir de cette idée suivante très simple, si nous sommes devenus, c'est que nous pouvons ne plus être ce que nous avons été. Si nous avons été construits, c'est que nous pouvons nous penser historiquement, ce que Michel Foucault appelait faire une ontologie historique de nous-mêmes, donc avec la possibilité de ne plus être ce que nous avons été, de ne plus faire comme nous avons fait, de ne plus penser comme nous avons pensé. Donc en un mot, c'est une définition du libre arbitre qui définit la modernité et qui définit ce qu'est le règne du sujet. C'est aussi à cela que se juge une civilisation. C'est donc une démarche intellectuelle qui analyse pourquoi et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Cet homme nouveau, précisément, que veut mettre en place le sionisme dès le début du XXe siècle, Amos Oz l'évoque encore dans le même livre dont je parlais tout à l'heure. Il écrit ceci. On nous avait inculqué que depuis 60 générations, on nous prenait pour une pauvre nation de yeshivistes voûtés, de misérables phalènes effrayés par le rhombe, Aoulad el-Mawet, les enfants de la mort, dit-on en arabe. Et voilà que le judaïsme du muscle se réalisait, la nouvelle jeunesse hébraïque, resplendissante, déployait toute sa vigueur, et ceux qui la voyaient tremblaient en l'entendant rugir comme un lion parmi ses congénères. Fin de citation. De là, l'impact qu'ont eu les premiers grands moments du mouvement sioniste sur les judaïcités dispersées de la diaspora. Je prends un seul exemple, c'est la déclaration Balfour sur les Juifs d'Istanbul. En juin 1919, le directeur de l'école d'Istanbul écrit à Paris au comité central. Les échines courbées par un joug séculaire se sont redressées vigoureuses, et les âmes autrefois asservies, soudainement épanouies par l'espoir des réalisations prochaines, se sentent transportées d'enthousiasme et d'ardeur. À l'annonce de la formation possible d'un État juif, jeunes et vieux communient dans la même joie, dans les mêmes espérances. Fin de citation. La seule idée de l'autonomie, d'une vie débarrassée de la peur, constitue à elle seule une révolution. Eh bien, le sionisme, ça a été cela, précisément, de redonner la parole à des opprimés, et l'État juif, dans la foulée du sionisme, va mettre au rebut la condition de dhimmi, qui est au cœur de la condition juive en terre d'islam, sans laquelle on ne comprend rien à la révolution sioniste, sans laquelle on ne comprend rien au conflit jusqu'au 7 octobre inclus. Au début de l'année 1930, l'un des piliers de l'Alliance israélite universelle rend visite à sa mère à Jérusalem. Il n'est pas sioniste, lui, il s'appelle Yom Tov Semar, mais il témoigne de la nouvelle réalité en construction de ce qu'on appelle le nouveau Yishuv. Il écrit « Un peuple est né à Jérusalem, un peuple jeune, ardent, plein d'entrain, très sympathique, un peuple moderne ressemblant au peuple issu de la guerre. Et un peu plus loin ceci, nous rentrons le soir lentement par des ruelles sombres, caillouteuses et montantes de la vieille cité. Des Juifs très pauvres y vivent. Ils ont, eux, bien changé. Ils ne courbent point l'échine, leurs yeux brillent, ils se sont redressés, ils se sentent libres, malgré les événements de l'été, le pogrom de 1929, l'espoir habite leur cœur. » Fin de citation. Le sionisme a donc été cela un relèvement moral, et l'un des meilleurs analystes du sionisme, c'est un haut fonctionnaire français, anthropologue aussi, Étienne Quadan, qui était en poste au Maroc en 1946, il avait avant-guerre été en poste en Syrie. Il a réalisé un texte malheureusement inédit, qui est l'un des textes les plus intelligents que j'ai lus sur le sionisme. Et au Maroc, il écrit à propos des militants sionistes marocains ceci, écoutez bien cette phrase, « Ils sont animés par le souci maladif de rétablir le peuple juif dans toute sa fierté et sa dignité. » Fin de citation. Et il n'y a aucune
notion de moquerie ici dans sa notation. Le sionisme est donc effectivement la restauration de la dignité qui répond à la fameuse formule de Jabotinsky, notre mal le plus profond, le mépris de nous-mêmes. Alors, le lien avec les Lumières, il est là aussi, c'est-à-dire que reconquérir une dignité, qui est ce point clé du mouvement sioniste, c'est tenir sur soi un discours de vérité qui implique le souci de soi, qui implique l'esprit de la parésia qui animait toute la philosophie antique. Et qu'est-ce que c'est qu'un discours de vérité? C'est un discours qui conduit à se modifier soi-même. Un discours de vérité, c'est forcément un discours qui requiert du courage, la fameuse formule d'Horace, et le courage de penser. Et donc quand le juif décide de ne plus être parlé par les autres, quand il décide précisément parce qu'il comprend qu'il est devenu, donc il peut ne plus être ce qu'il a toujours été, eh bien il répond à ce souci de soi, il répond à cette volonté de sculpter sa propre vie. Il répond à la volonté d'être un sujet dont l'identité ne se confond pas avec les racines. Souvenez-vous de la belle formule du conventionnel, je crois que c'était Le Pelletier, je ne suis pas certain, en 1793, qui disait « Notre histoire n'est pas notre code ». Bon. Le sionisme ouvre donc la voie à une vision sécularisée du monde, où les Juifs se pensent en nation dès lors que le rejet dont ils font l'objet les perçoit comme une nation. Et c'est donc le sionisme qui va faire de la question juive, avec des guillemets, une nouvelle question nationale. Quand on pense aux projets proto-nationaux de trois grands rabbins européens, Alcalay de Sarajevo au XIXe siècle, Kalicher en Poméranie, Natonek en Hongrie, quand on pense à l'œuvre de Moshe Hess, l'ancien camarade de Marx, qui écrit en 1862 dans L'indifférence générale, Rome et Jérusalem, alors que tout est déjà là dans ce livre, bien 30 ans avant Herzl, eh bien tous envisagent la refondation d'une nation juive sur le plan politique. Et c'est une démarche moderne, c'est une démarche qui s'inscrit dans les Lumières parce qu'elle n'attend pas le salut de l'extérieur, parce qu'elle décide de se prendre en main pour faire en sorte qu'intervienne le salut de l'extérieur. Cette modernité, c'est en cela précisément qu'on rejoint ici l'esprit des Lumières, elle s'émancipe du miracle premier, l'homme est au centre de l'histoire, chacun doit s'élaborer lui-même, faire la fameuse formule de Foucault, l'ontologie historique de nous-mêmes. Ça débouche sur la transformation de soi par son propre savoir, ce que les sionistes du Yishuv nommaient la Hakshama, la réalisation personnelle. Donc, la modernité dont participe le sionisme, ça n'est pas une période, c'est une attitude mentale. Et quand la société traditionnelle se fissure, quand le monde juif ancien va à volo au milieu du XIXe siècle, quand le bonheur émerge comme un nouvel horizon politique, eh bien, le sionisme, ce n'est pas seulement une version sécularisée du judaïsme, c'est un mouvement culturel structuré autour de l'hébreu. Je voudrais mettre l'accent sur ce point de détail qui passe souvent inaperçu, c'est que l'Académie de la langue hébraïque ici, en Israël, en Palestine de l'époque ottomane, l'Académie de la langue hébraïque a été fondée ici en 1890, 7 ans avant le premier congrès sioniste, et bien avant qu'on entende parler de Théodore Herzl. Et en 1907, au congrès sioniste de La Haye, le mouvement sioniste adopte l'hébreu comme langue officielle contre le yiddish. Pourquoi contre le yiddish, alors que le yiddish est la langue de 80% des juifs de ce temps? Par refus de l'exil, par refus de l'image du juif assimilé à la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est en général en yiddish qu'on raconte précisément cette histoire de souffrance. Donc, le renouveau culturel hébraïque n'a pas fait d'Eretz Israël un autre lieu juif comme une diaspora quelconque, non. C'est un lieu juif différent. Parce que le but n'était pas seulement de sortir les juifs de la galoute, vous connaissez la fameuse formule. Le but, c'était de sortir la galoute de l'esprit des juifs, c'est-à-dire de les faire sortir de l'état de minorité dont parlait Kant. Et c'est donc en cela précisément, parce qu'ils sont sortis de l'état de minorité, que le sionisme est dans le droit fil des Lumières. Merci.